Bonjour à tous. À événement d'envergure, prise d'antenne exceptionnelle sur limousin.france3.fr. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, peut-être 2 heures à l'occasion de l'élection du nouveau maire de Limoges. À partir de 17 h, en effet, les membres élus de dimanche dernier vont participer au premier conseil municipal de la ville de Limoges. Et c'est un événement, vous le savez, puisque depuis 102 ans maintenant, la ville de Limoges était à gauche et que dimanche dernier, eh bien, peut-être à la surprise générale pour certains, mais un certain nombre d'éléments pouvaient laisser supposer que ce changement était dans l'air du temps. Eh bien, peut-être à la surprise générale, Monsieur Lomberti, Roger-Émile Lomberti, va devenir dans quelques instants le nouveau maire de Limoges. Christian Moulinard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble donc pour une heure et demie, 2 heures, je ne sais pas. En règle générale, pour une passation de pouvoir de ce type, combien de temps on peut penser que ça va durer ? Normalement, 1h15, 1h30. S'il n'y a pas de difficulté particulière ou d'incident de séance qui paraît peu probable. Alors, vous voyez bien entendu les images avec Émile Roger Lomberti qui est entré dans la salle du conseil municipal qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'a jamais assisté à un conseil municipal, ou alors peut-être en tant simplement que simple spectateur, puisqu'il n'était pas élu avant l'échéance électorale de mars 2014. Et donc, il va prendre place tout simplement pour, dans quelques instants, succéder à un certain nombre d'illustres prédécesseurs. Il n'y en a pas eu 50 des maires de Limoges. Et d'ailleurs, depuis le début des années 1912 très exactement, eh bien c'était Léon Betoul qui a été maire de Limoges de 1912 à 1941. Léon Betoul pour ce qu'on appelle l'ex-parti socialiste, la SFIO, c'est ça, hein, Christian ? Oui, la section française de l'Internationale ouvrière. Alors de 1941 à 1944, c'était André Faure qui lui a succédé pendant une période qu'on va qualifier d'un peu trouble. Oui, puis ce n'était pas un maire élu au suffrage universel, c'était un maire nommé par le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain. Alors, on dit bien entendu que Limoges a été à gauche pendant 102 ans. On peut penser que sur cette période-là, on ne savait pas réellement où se situait M. Faure, ou alors on avait déjà une petite idée tout de même. M. Faure était selon toute vraisemblance quelqu'un de très modéré, mais qui n'était pas soupçonné d'être véritablement un collaborateur. Alors 1944-1955, c'est Henri Chadourne pour le Parti communiste français qui a donc été élu maire de Limoges. De 1945 à 1947, une parenthèse. Alors, M. Chadourne n'a pas été élu puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Il a été nommé par le commissaire de la République qui représentait le gouvernement provisoire et le général de Gaulle. Et c'est ensuite, en 1945, qu'ont eu lieu véritablement les premières élections d'après-guerre au suffrage universel. Et c'est aussi lors de ces élections que les femmes ont voté pour la première fois pour des élections de quelque nature que ce soit, puisqu'elles venaient d'obtenir le suffrage universel. Et donc c'est Georges Guingouin, libérateur de Limoges, l'homme fort du moment, on va dire, on peut le présenter comme ça, Christian, pas réellement un politique. Ce n'était pas réellement politique, d'ailleurs l'avenir l'a bien montré. Georges Guingouin n'était pas véritablement politique, mais c'était le héros local de la gauche avec une tendance politique communiste mais déjà originale. C'était le Tito limousin, disait-on. 1947-1956, à nouveau retour de Léon Betoul, mais cette fois-ci pour le PSD. Hein, on l'appelait ainsi. Et 1956-1990, Louis Longequeux. Et depuis 1990 jusqu'en 2014, jusqu'à dimanche dernier, plus exactement jusqu'à maintenant, puisque pour encore 9 minutes normalement, voire même un tout petit peu plus, eh bien Alain Rodet est encore le maire de Limoges, 102 ans pour une ville à gauche. Hein. Ne tenons pas compte de la parenthèse du gouvernement de Vichy. 102 ans pour une ville à gauche, c'est historique. C'est presque du jamais vu à l'échelle de notre pays. Oui, c'est effectivement un résultat tout à fait extraordinaire, si j'ose dire. Alors, il y a quelques municipalités de gauche, et notamment des municipalités qui sont devenues ensuite des municipalités communistes, qui peuvent se vanter d'être un petit peu plus, si j'ose dire, âgées, mais pour une grande ville, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle ce résultat de dimanche dernier est un résultat historique, au moins à l'échelle de notre ville et sans doute de la région. Alors, vous voyez sur ces images Émile Roger Lomberti avec M. Schmitt. M. Schmitt qui était directeur de cabinet
du maire sortant, directeur de cabinet d'Alain Rodet, en charge également de la communication. C'était notre relais sur la ville de Limoges. Selon toute vraisemblance, Christian, est-ce que M. Schmitt continuera à être le directeur de cabinet de M. Lamberty ou alors est-ce que la tradition veut qu'il change? Ah, mais c'est plus que la tradition, c'est la nature des choses. Le directeur de cabinet est par définition le collaborateur direct du maire. Et il est, si j'ose dire, assis sur un fauteuil éjectable. Dès lors que le maire change, il y a toute raison pour que le directeur de cabinet change. Et il y a de surcroît un changement d'appartenance politique du maire, donc le directeur de cabinet sera, c'est certain, appelé à d'autres fonctions. Alors, vous voyez tous les gens qui sont en train d'entrer dans cette salle du Conseil, tous ceux qui vont être donc conseillers municipaux. Il y en a 55 sur Limoges. On a vu cette dame avec les cheveux longs blonds. C'est Sarah Gentil qui, normalement, pourrait être en charge du commerce et de l'artisanat, dit-on, ce qui serait un petit peu logique. Ce serait logique de par sa profession. De par sa profession. On voit également les représentants du Front National sur la droite. Il s'agit bien entendu de Vincent Gérard qui conduisait la liste du Front National, de Christine Marty et de Alex Stoichita Papillian. Là, on voit monsieur Vincent Gérard et madame Marty qui est juste à côté de lui. Ils sont donc sur la gauche. Vous voyez arriver monsieur Philippe Reyac. Ils vont donc occuper, les socialistes, une place qu'ils n'ont jamais connue. Ils vont être dans la fosse aux lions. C'est comme cela qu'on appelle cette table qui est au milieu, située là au milieu. Et bien entendu, pour Alain Rodet, ça va le changer puisque jusqu'à présent, il faut tout de même le signaler, Alain Rodet a 69 ans. Il va avoir 70 ans au mois de juin prochain. Il n'avait jamais été dans l'opposition municipale puisqu'il a gagné toutes les élections auxquelles il a participé jusqu'à présent. Vous voyez là monsieur Vareille et de dos, vous voyez également Catherine Bobati, la députée de la Haute-Vienne. Vous voyez là l'homme fort de l'UMP de la Haute-Vienne. Il s'agit bien entendu de Guillaume Guérin. Alors Guillaume Guérin, on l'a longtemps brocardé, on a longtemps dit mais quel choix a-t-il fait de mettre M. Lamberty tête de liste? Il faut reconnaître que sur le coup, ça a été un coup de maître. On peut dire ça comme ça, Christian? On peut effectivement le dire, même si ce choix a été très souvent critiqué. Monsieur Lamberty n'est encarté à l'UMP que depuis fort peu de temps. Il n'a pas d'expérience politique, mais sans doute Monsieur Guérin, qui est assez occupé à réunifier et à réorganiser l'UMP dans le département de la Haute-Vienne, parce que l'UMP est ici, comme ailleurs aussi, mais plus particulièrement ici, était dans un état, si j'ose dire, de décrépitude quelque peu avancé. Et donc, je crois que M. Guérin a eu une bonne idée en faisant appel à quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique et qui a une expérience professionnelle dans le milieu hospitalier très longue et, semble-t-il, très fructueuse. Et c'était sans doute une très bonne idée parce que on pouvait ainsi voir qu'il y avait déjà une forme de rupture, puisqu'on reprochait, à tort ou à raison, mais on reprochait très souvent à M. Rodet d'avoir fait profession de la politique et surtout, on lui reprochait d'avoir un certain nombre de codiciers qui étaient dans la même situation. Alors, une petite correction, ce n'est pas Sarah Gentil que nous voyons tout à l'heure, mais c'était Madame Rotzler, puisqu'elles se sont faites couper les cheveux et donc j'avais eu un petit peu de mal à la reconnaître sur le coup. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On voit Monsieur Vareille, qui était lui aussi l'un des hommes forts de l'ancienne majorité. Vous voyez là Roger-Émile Lamberty qui s'est donc assis à une place tout à fait logique, tout à fait normalement. Ce n'est pas encore celle du maire. Il va, avant cela, falloir qu'il soit élu pour pouvoir monter à la tribune. C'est tout à fait logique. On a vu Pierre Coineau tout à l'heure, qui est donc le représentant de l'UDI, qui a jumelé sa liste avec celle de l'UMP entre les deux tours. Et il faut reconnaître que ce jumelage s'est passé sans trop de difficultés. On a même l'impression que ça avait été discuté juste avant, alors que là, on voit arriver Alain Rodet, le député maire sortant de la ville de Limoges. On peut imaginer que pour lui, Christian Boulinard, c'est
c'est un moment sans doute assez terrible, même si c'est un homme politique, même si c'est un animal politique. C'est un homme politique, c'est même un animal politique, mais on peut évidemment imaginer que c'est pour lui un moment extrêmement difficile, voire extrêmement douloureux, parce que je crois que ses adversaires eux-mêmes reconnaîtront qu'il s'est conduit durant cette semaine, depuis son échec, d'une manière fort digne. Il n'a pas cherché à faire porter la responsabilité de l'échec à d'autres, mais c'est sûrement pour lui un moment extrêmement important. difficile. Donc je vous propose de l'écouter, puisque nous sommes en direct de la salle du Conseil, et donc que le député maire de Limoges va prendre la parole, prend la parole. Nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, 49 519. Nombre de suffrages exprimés, 46 814. Nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats. Liste Limoges Bleu Marine, 5 201 voix, soit 11,10%. Liste Aimons Limoges, choisissons l'alternance, 21 100 voix, soit 45,07%. Liste L'essentiel, c'est notre ville, Limoges, terre de gauche, 20 513 voix, soit 43,81%. Répartition des sièges. Ont été attribués 3 sièges à la liste Limoges Bleu Marine, 40 sièges à la liste Aimons Limoges, choisissons l'alternance, 12 sièges à la liste L'essentiel, c'est notre ville, Limoges, terre de gauche. Sont installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux Madame Chantal Stevenard, Madame Gisèle Dupré, Madame Annie Chouaderlé, Monsieur Philippe Pollia-de-Faille, Monsieur Rémy Virouleau, Monsieur Marc Bienvenu, Monsieur Pierre-Marie Lafont, Monsieur Paul Brutus, Monsieur Pierre Coineau, Monsieur Michel Cubertafond, Madame Nicole Glandus, Madame Régine Gauthier, Monsieur René Adamski, Monsieur Émile Roger Lamberti, Monsieur Christian Anus, Madame Nadine Rivet, Monsieur Christian Hulin, Monsieur Jean-Marie Lagedamont, Madame Isabelle Debourg, Madame Corinne Piquet-Lavert, Madame Isabelle Maury, Madame Patricia Minel, Madame Nathalie Vercoustre, Monsieur Vincent Jalby, Madame Catherine Mauguin-Sicard, Madame Corinne Robert, Monsieur Mamadou Touré, Madame Sylvie Rosette, Monsieur Berandam Amrouche, Madame Sarah Gentil, Monsieur Vincent Léoni, Madame Latifa Ramaoui, Monsieur Michael Galato, Madame Karine Grespier, Madame Valériane Tréhé, Madame Céline Arrojo d'Acosta, Monsieur Guillaume Guérin, Monsieur Vincent Ray, Madame Amandine Julien, Monsieur Thibault Mercier, Monsieur Alain Rodet, Madame Marie-Paul Baruch, Monsieur Bernard Vareille, Monsieur Gilbert Bernard, Madame Danielle Souris, Madame Geneviève Manigaud, Madame Catherine Bobati, Madame Marianne Robert Kerbrat, Monsieur Philippe Reillac, Monsieur Stéphane Desruot, Monsieur Frédéric Chalanja, Madame Sandrine Rotzler, Monsieur Alexandre Stochita Papillian, Madame Christine Marty, Monsieur Vincent Gérard. J'ai reçu un pouvoir de Monsieur Michael Galato qui déclare donner tout pouvoir nécessaire pour voter en son nom à Madame Karine Grespier. Mesdames et Messieurs, pour le poste de secrétaire de séance, je vous propose d'élire à ce poste M. Thibault Mercier. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc M. Thibault Mercier est désigné comme secrétaire de séance. Je vais maintenant céder la présidence de l'Assemblée à la doyenne de l'Assemblée, Madame Stevenard, que j'invite à rejoindre la présidence.
Voilà, Christian, donc le député maire sortant vient donc d'énumérer la liste des élus. Oui, alors cette énumération a pu paraître curieuse à certains de ceux qui nous suivent. Il s'agit de l'ordre du tableau des conseillers municipaux. Cet ordre du tableau est organisé Par liste alphabétique. Non, c'est par le. Vous avez remarqué justement que ce n'est pas l'alphabet qui a été suivi, c'est le rang d'âge. On commence toujours par les conseillers les plus âgés de la liste gagnante et ensuite on fait la même chose pour la deuxième liste et comme il y en avait 3 ici, pour la troisième liste. C'est une tradition ou c'est la loi? C'est la loi, c'est le bénéfice de l'âge. C'est de cette manière-là et que l'on définit l'ordre du tableau, c'est-à-dire l'ordre de préséance des conseillers municipaux. On va donc écouter la suite de cette séance. Jusqu'à ce que le suffrage que je dois présider ait élu un nouveau maire. Mes chers collègues, un des paradoxes de cette situation veut que cette fonction m'échoie alors qu'il s'agit de ma première élection, ce qui occasionne chez moi une certaine émotion. Cette salle du Conseil a plutôt été habituée à avoir comme doyen d'âge une personnalité politique déjà formée par un nombre conséquent de mandats. L'alternance en a voulu autrement. Nos concitoyens limougeaux, par leur vote, ont choisi un programme et une équipe, mais je sais que les élus de la majorité, comme ceux de l'opposition, ont à cœur d'œuvrer au bien-être et à la sécurité de leurs concitoyens, au développement économique et au rayonnement de notre vieille cité. Je vous remercie. Je procède à l'appel à candidature pour le poste de maire. J'ai dès à présent reçu la candidature d'Émile Roger Lamberty. Y a-t-il d'autres candidatures ? Je vous remercie. Il y a d'autres candidats qui lèvent la main maintenant pour le PS, manifestement Geneviève Manigaud pour le Parti Socialiste. On voit également Monsieur Gilbert Bernard pour Limoges Terre de Gauche. Progressiste vous présente la candidature de Bernard Vareille. Donc Bernard Vareille est présenté en candidature pour le Parti Socialiste. On va écouter sans doute Monsieur Gilbert Bernard. Le Front National aussi, on voit Gérard Vincent qui devrait prendre la parole. Alors c'est sans doute plus compliqué, Christian, pour tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas l'habitude de l'appareil politique et qui, pour la première fois, d'ailleurs, Madame Stivnar, qui a 71 ans, vient bien de le dire, hein, c'est la première fois que je monte à cette tribune, je ne suis pas issu du monde politique et donc je découvre un petit peu tout ça. Et pour tous ces gens-là, il va falloir s'habituer à un certain nombre de choses. Il va falloir s'habituer à un certain nombre de règles, à un certain cérémonial, et puis aussi il va falloir s'habituer à des fonctions administratives. Et le groupe Front National présente également ma candidature, Vincent Gérard. D'accord. Donc je vous invite à venir vous installer à la table centrale afin de procéder aux opérations de dépouillement du vote. Qu'est-ce qui va se passer là, Christian ? Il y a donc 4 candidats pour être... qui ont postulé au titre de maire de Limoges, Roger-Émile Lamberty, ce qui est tout à fait Madame Amandine Julien, logique, j'ai presque envie de dire. Sandrine Monsieur Vareille, ce Potzler, n'est donc pas Alain Rodet. Monsieur Vincent Gérard. J'imagine que M. Rodet ne voulait pas, n'a pas voulu se présenter parce qu'il a bien conscience que de toute façon le vote sera défavorable. Et puis c'est peut-être un signe aussi qu'il appelle d'une certaine manière à une certaine forme de renouvellement du personnel politique au sein du Parti socialiste. On a dit longtemps ou souvent que M. Vareille pourrait être un successeur putatif de M. Rodet, mais il n'était sûrement pas le seul à être sur les rangs. On voit donc Vincent Gérard qui va également, qui se lève pour rejoindre la tribune principale. Monsieur Vareille devrait l'y rejoindre. Monsieur Lamberty devrait y être également, de même que Gilbert Bernard pour Limoges Terre de Gauche. Et Amandine Julien. Donc là, Christian, tous les conseillers municipaux vont donc voter. Oui.
Ils vont donc mettre un bulletin dans une urne. Alors c'est le premier tour du scrutin. Tous les conseillers municipaux vont voter et tous les conseillers municipaux sont susceptibles, si j'ose dire, d'être élus maires, parce qu'il y a des candidats qui se sont présentés, mais on pourrait imaginer, ce qui ne sera sûrement pas le cas ici, on pourrait imaginer qu'un candidat surprise surgisse du vote même des conseillers municipaux, parce qu'on n'est pas forcé de voter pour les gens qui se présentent, on peut voter pour quelqu'un d'autre aussi. Donc avant de procéder à l'élection du maire, je rappelle les dispositions essentielles figurant à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales et qui prévoit notamment le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. J'invite les conseillers municipaux à voter et à mettre leur enveloppe dans l'urne qui va circuler pour recueillir les suffrages. Donc là, sauf vraiment séisme incroyable. Là, chaque conseiller municipal a écrit sur un bulletin le nom du candidat pour lequel il souhaite voter. Ce bulletin a été glissé dans une enveloppe et là, l'appariteur fait le tour pour recueillir les différents suffrages. Alors là, c'est un policier municipal, manifestement, oui, qui passe l'urne. Bon, sauf surprise, et je pense qu'il n'y en aura pas, on peut estimer que M. Lamberty va avoir 40 voix. Ce serait une surprise extraordinaire que M. Lamberty n'obtienne pas 40 voix, c'est-à-dire autant qu'il y a de conseillers élus sur la liste qu'il a dirigée avec M. Coineau, et normalement, M. Lamberty devait être proclamé maire à l'issue de ce premier tour. Alors il va y avoir le dépouillement du scrutin quand l'urne reviendra, lorsque tous les conseillers municipaux auront voté, l'urne sera ouverte, il y aura, et le scrutin sera dépouillé. Alors on voit 4 personnes, Christian, sur une table au milieu. On voit M. Gérard, on voit Mme Rotzler. De l'autre côté, on voyait M. Thibault Mercier. Et puis il y a quelqu'un que je n'ai pas identifié. Que font-ils? Ce sont eux qui peuvent surveiller peut-être le bon déroulement de l'élection ou... Voilà, et M. Thibault Mercier, comme la doyenne d'âge préside l'élection du maire, M. Thibault Mercier, qui est le plus jeune des conseillers municipaux, a été nommé secrétaire, c'est-à-dire que c'est lui qui vérifiera le procès-verbal. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui va le rédiger, puisque c'est la tâche des fonctionnaires des services municipaux qui ont tout à fait l'habitude de rédiger ce procès-verbal. Alors, on a vu M. Vareille qui vient de voter, on a vu Mme Baruch également. M. Lamberty est en train très certainement de signer la feuille de présence. En tout cas, c'est ce que l'on peut penser. Les candidats, les conseillers municipaux, les uns après les autres, sont en train de mettre leur bulletin dans cette urne. Il y a énormément de monde dans cette salle du Conseil. Monsieur Virouleau vient de voter à l'instant même. Le président de l'UMP de la Haute-Vienne, Guillaume Guérin, vient à son tour de mettre l'enveloppe dans l'urne. Énormément de monde pour assister à cette élection municipale. Il y a du monde en dehors de la salle du Conseil, il y a du monde un petit peu dans la salle du Conseil. C'est vrai que c'est un moment historique qu'est en train de vivre Limoges. Alors c'est un moment historique et c'est sans doute le jour où il y aura, si j'ose dire, le plus de monde pour assister à la séance de ce Conseil municipal. Parce que juridiquement, toutes les séances du Conseil municipal sont publiques. Et c'est vrai qu'il y a toujours, dans toutes les salles de Conseil municipaux, et il y a toujours des places qui sont réservé pour le public. Il est rare que le public soit très nombreux et j'imagine que là, non seulement les tribunes du public sont archi-combles, mais aussi il doit y avoir du monde dans les escaliers de l'hôtel de ville et dans le hall de l'hôtel de ville. Alors je crois que la jeune fille qui est à côté de Thibault Mercier, c'est Amandine Julien.
si mes infos sont très exactes. Donc on voit ces 4 personnes qui sont en attente. Derrière, donc, qui va dépouiller les résultats, Christian? Alors ce sont vraisemblablement, normalement ces 4 personnes, qui devraient dépouiller le scrutin. Mais là, il n'y a pas de règle véritablement exigée par la loi, hein. Il suffit que le dépouillement se fasse de manière publique, sous le contrôle démocratique. Mais là, visiblement, ça ne posera aucune difficulté. Alors Lamberty est en train de mettre son bulletin dans l'urne, très photographié bien entendu, beaucoup de caméras également. Il n'y a pas que la présence de la télévision régionale à cette élection du maire au conseil municipal de Limoges. Il y a également des chaînes Tout Info parisiennes qui sont descendues parce que, cela va de soi, depuis lundi, eh bien, Limoges occupe un peu le devant de la scène, j'ai envie de dire, parce que si on imaginait un certain nombre de communes pouvant basculer, honnêtement, Limoges n'en faisait pas partie. Alors, Limoges n'en faisait pas partie. Si vous consultez la presse nationale de la semaine qui a précédé le deuxième tour de scrutin, la presse, toute tendance politique confondue, avait fait un certain nombre de pronostics sur les villes qui pouvaient basculer à droite. Limoges n'y était pas. Et ça a tout de même surpris. Si vous prenez, par exemple, Le Monde, ou si vous prenez Le Point de cette semaine, et j'en oublie beaucoup, Limoges est considéré comme une sorte de symbole de la défaite de la gauche et de la victoire de la droite. Et Christian, et nous aussi, ça nous a surpris. Il faut le dire également parce que même si nous sommes des observateurs privilégiés, on n'imaginait pas un tel raz-de-marée. Et autant Alain Rodet a fait preuve d'une grande maîtrise de soi et d'une grande humilité face à cette défaite, autant pourtant on peut penser que certains éléments de la politique nationale ont coûté à ces maires. Je pense par exemple à Mme Leclerc à Ussel, je pense à M. Noche à Brive, je pense à Alain Rodet. Entre 8 et 10 points, c'est ce qu'il se dit. C'est très difficile à apprécier dans la mesure où la situation, si on compare avec Brive, avec Ussel, la situation de Limoges est très différente. Je crois que M. Rodet paye en quelque sorte le fait que les électeurs ne veulent plus maintenant que des élus, quels qu'ils soient, s'installent trop longtemps au pouvoir. Alors, on pourra me dire que c'est injuste, on pourra me dire que ce n'est pas raisonnable, mais je crois que ça correspond véritablement à la tendance au zapping désormais des électeurs qui disent 3 mandats ça va, mais 4 il faut être raisonnable. Ça ne peut plus passer. Et c'est une situation un peu différente à Ussel et à Brive. Alors là, on voit le dépouillement. Voilà, donc là, on est en train de mettre les enveloppes voilà, dans le bon sens. Dans le bon sens. Hein, et puis, on va les ouvrir ensuite. Voilà. Et les papiers qui sont à l'intérieur de ces enveloppes, ils ont été rédigés de façon manuscrite ou alors il s'agissait de petits papiers qui avaient été imprimés avant l'élection? Il s'agit vraisemblablement, je ne les vois pas bien, mais il s'agit vraisemblablement de papiers qui ont été rédigés de manière manuscrite. Je crois qu'ils sont effectivement rédigés de face à la main. On voit M. Pierre Coineau, voilà, Émile Roger Lamberty, le nom est bien marqué, donc il y a plusieurs personnes qui vont noter au fur et à mesure, voilà, alors il n'y a pas de souci. Vous avez à cette table à la fois des élus et des fonctionnaires municipaux qui sont chargés, si j'ose dire, des tâches de manipulation. Les fonctionnaires municipaux qui surveillent et qui notent les résultats. Ça se passe exactement comme lors du dépouillement pour des élections dans un bureau de vote aux élections municipales ou aux élections législatives. Sauf que là, les bulletins sont donc manuscrits. Ils ne sont pas imprimés. Justement parce que la loi a voulu laisser à chaque conseiller municipal la plus grande latitude de choix pour voter. Monsieur Lamberty.
celui ou celle qu'ils estiment le plus digne d'être maire. Donc c'est Thibault Mercier, le secrétaire de séance, qui est en train de lire tous ces noms, hein, bien entendu. Voilà. On voit qu'une majorité de ces petits papiers sont au nom d'Émile Roger Lamberty, c'est normal. On me signale d'ailleurs que Thibault Mercier a eu 18 ans début mars. C'est donc peut-être le renouveau de la politique locale. On ne sait pas s'il continuera à s'investir dans la vie politique dans les années à venir, mais en tout cas 18 ans élu au conseil municipal dans la majorité, c'est pas rien. Ce n'est pas rien et il pourrait même, il aurait pu même être élu maire, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge particulière pour être élu maire, il suffit d'être citoyen et majeur. Alors, une fois que le maire va être élu, Christian, que va-t-il se passer? Moi, je pensais que le maire de Limoges, avant que de ne rendre les armes, j'ai envie de dire, allait prononcer un dernier discours. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il était en droit de le faire ou pas? Ce n'est pas prévu par la loi. Le maire, il a expédié les affaires courantes dans la semaine qui vient de s'achever. Et à partir du moment où le conseil municipal est entré en séance, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'Assemblée était constituée, ipso facto, le maire de Limoges, M. Rodet, n'était plus maire de Limoges. Alors il a proclamé les résultats, c'était encore dans sa fonction, mais ensuite il a cédé la place immédiatement au doyen d'âge. Et donc il n'aurait sans doute pas été illégal, mais je pense que ça n'a pas été souhaité, sans doute même d'ailleurs ni par M. Rodet, ni par M. Lamberty. On fait les choses comme elles doivent se passer, législativement, si j'ose dire, et protocolairement, mais on n'en rajoute pas. On n'est pas dans certaines communes du Midi de la France, on n'en rajoute pas, et on fait dans la sobriété. Alors peut-être en cours de séance, y aura-t-il des interventions, mais là, ce sera une autre chose. Alors on a vu une image intéressante tout à l'heure, ces petites croix qu'on est en train de causer et de cocher, et bien entendu, tout à fait évidemment, alors que l'on voit M. Virouleau, bien entendu, et tout à fait normalement, eh bien, Émile Roger Lamberty prend le large, hein, vous le voyez à ce moment même. M. Bareil, pour l'instant, a 6 croix, M. Gérard, 3 croix, Gérard Vincent, 3 croix pour le Front National. Je pense très honnêtement que ça n'ira pas au-delà, puisqu'il y a 3 représentants du Front National au Conseil municipal. Alors on a vu également deux personnes, l'une qui est dans le Conseil municipal, il s'agit de Philippe Polliat de Faille, qui a, durant de nombreuses années, été et seulement été dans l'opposition. Et puis, on a également vu Camille Jettier. Camille Jettier qui assiste à ce conseil municipal. Il a été l'un des fers de lance de l'opposition municipale sur ces 10, 15, 20 dernières années. C'était le vieux grognard. Donc là, il n'a pas voulu faire le coup de trop, la guerre de trop. Mais malgré tout, il doit avoir une émotion particulière pour lui, Christian Moulinard. J'imagine que M. Jettier, auquel d'ailleurs, visiblement, on a voulu réserver un traitement particulier, puisqu'il n'est pas installé dans les tribunes du public, il est installé dans la salle même du conseil municipal, juste derrière les places occupées par les conseillers municipaux élus sur la liste de M. Lamberty. J'imagine que M. Jettier doit éprouver à la fois une très grande satisfaction, puisqu'il a ici la reconnaissance de longues années de combat politique, et puis peut-être aussi un petit pincement au cœur, parce qu'il se dit sans doute qu'il aurait pu être parmi ceux qui aujourd'hui votent, et peut-être qu'il aurait pu être aussi l'élu de cette Assemblée. Et puis un autre qui aurait pu être là également, c'est Michel Bernard. En 1990, il s'est incliné de 669 voix, c'est-à-dire très peu, alors que là, M. Rodet s'est, lui, incliné de 587 voix. On a un tout petit peu de mal à toucher cela du doigt, parce que Émile Roger Lamberty l'a emporté avec 45,07% des suffrages, Alain Rodet 43,82% des suffrages, et M. Gérard Vincent 11,11%. Cela fait donc 587 voix d'écart. Et au bout du bout, Christian, l'UMP et l'UDI vont avoir 40 sièges de conseillers municipaux et il n'y en aura que 12 pour le Parti socialiste. Oui, alors c'est voulu par le législateur lorsqu'en 1982,
il a voulu introduire une dose de proportionnelle dans les élections municipales. Le système auparavant donnait la totalité des sièges à la liste gagnante. La loi 1982 a voulu faire en sorte que l'opposition locale ou les oppositions locales soient représentées, mais sans pour autant avoir la possibilité de bloquer le fonctionnement du conseil municipal. Et donc la loi a prévu que la liste arrivait en tête. Quelle est la majorité absolue ou la majorité relative au second tour? La liste arrivait en tête a, sur première attribution, la moitié des sièges. Et l'autre moitié est répartie à la proportionnelle. Bien, Christian, je vous arrête parce que on peut penser que dans quelques instants, Madame Stévenard va donner le nom du nouveau maire de Limoges. Oui. Donc je vous donne les résultats. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 55. À déduire, bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, 0. Reste pour le nombre des suffrages exprimés, 55. Majorité absolue, 28. Ont obtenu Monsieur Lomberty, 40. Monsieur Vareille, Les encouragements étaient mesurés et ils montent au fur et à mesure. On va donc donner naissance de 12 voix pour M. Vareille. Monsieur Vareille, 9. Monsieur Bernard, 3. Oui. Monsieur Gérard, 3. Monsieur Lomberty, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. Donc classique, c'est ce que l'on attendait. Christian, j'ai envie de dire. C'est exactement ce qu'on attendait. J'ai dit une erreur en revanche, effectivement, pour M. Vareille, il est normal. Oui, puisqu'il y avait la candidature de M. Bernard qui est Front de gauche. Donc, Front de gauche avec les 3 représentants du Front de gauche qui sont avec lui. C'est donc la négociation de l'entre-deux tours. Là, on voit, regardez, Christian, cette image importante, on voit Émile Roger Lamberty qui va donc s'asseoir, on peut le penser, à la place qu'occupait Alain Rodet. Il y a de cela 25 minutes environ. Il se lève tout doucement, il est toujours applaudi par ses supporters, beaucoup plus que par ses colistiers dorénavant, puisqu'il faut quand même un minimum de neutralité et pouvoir travailler dans le calme et la sérénité, j'ai envie de dire. Et le nouveau maire de Limoges embrasse bien entendu Madame Stévenard et va prendre la place du premier magistrat de la première ville du Limousin. Et il va très certainement prononcer un discours. C'est en tout cas ce que l'on attend de lui. C'est vraisemblable. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, vous venez de m'élire à la fonction de maire de notre commune. Moi, fils et petit-fils de paysans, je vous en remercie. Sans ma famille, mon épouse, mes enfants, et ensuite cette merveilleuse équipe avec qui nous avons fait campagne, rien n'aurait été possible. Je me suis toujours fait une certaine idée de Limoges. Durant tout ce temps et après le décès de mon frère, j'avais affiché devant moi cette maxime de Gandhi. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité, pour être correct, pour être toi-même. Ne t'excuse jamais d'être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Ne t'excuse jamais. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu n'es qu'une minorité. La vérité reste toujours la vérité. La première leçon que je retiens de la vie politique, dans sa forme politicienne, est qu'elle attise les passions les plus basses, les interprétations les plus hasardeuses et les terribles raccourcis dogmatiques dont Montesquieu disait qu'ils sont la perversion du principe et qui conduisent à la mort de la démocratie. Dans ce triste salmigondis de déformation, de raccourcis, d'onomatopées et de formules lapidaires, les élus se sont éloignés du peuple qu'ils sont censés servir. La crise économique, le modèle culturel américain dominant, l'ultralibéralisme avec son lot d'individualisme ont fini par faire revenir l'idée qu'ils sont tous pareils. Mesdames et messieurs de la majorité municipale,
Souvenez-vous que la victoire électorale ne vous appartient pas, qu'elle est celle des Limougeaud sur eux-mêmes, sur leurs peurs, leurs rituels séculaires, leurs besoins de tranquillité. S'ils ont franchi le pas, c'est à la fois parce que nous avons su leur en donner envie et que par notre engagement, à leur côté, nous leur avons permis d'envisager un avenir du possible auquel ils aspiraient. Ne nous y trompons pas. La dureté des temps, avec son lot de chômage, de perte de revenus, de montée de la pauvreté et du climat d'insécurité, ne créeront pas un contexte propice à la mise en œuvre du programme que nous leur avons proposé. Sans réalisation, après une courte période d'euphorie jubilatoire liée au sentiment de libération, ils retomberont vite dans la désespérance et le recours aux envies d'un changement radical. Oui, le programme que nous leur avons présenté est un programme ambitieux dont ils rêvent. Mais n'oublions pas que d'autres avant nous avaient promis bien des choses qui n'ont pas été réalisées et que nos concitoyens limougeaud en ont gardé un goût amer. De temps immémoriaux, les victoires d'un groupe sont présentées comme celles de leur chef. Vanitas, vanitatis. Seul, je ne pouvais rien, mais ensemble, nous avons pu gagner. N'oubliez jamais qu'au-delà des Limougeaud qui ont voté pour nous, nous sommes devenus redevables vis-à-vis de tous nos concitoyens. Ceux qui ont voté pour l'opposition, comme ceux qui se sont abstenus, ont voté blanc ou ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Non, ne soyons pas modestes, car la modestie est souvent synonyme de médiocrité. Restons humbles, conscients de nos capacités et de nos limites, et ambitieux sur le chantier de la réparation et de l'embellissement de notre ville, de la création d'entreprises grandes ou petites, pourvoyeuses d'emplois et facteurs d'intégration de notre jeunesse et de réassurance de ceux qui souffrent du chômage. Il existe un véritable phénomène communautaire qui frappe notre ville comme toutes les métropoles françaises et européennes. Sachons garder ce qui fonctionne bien et de nous inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs, voire d'inventer des solutions pour que le désespoir ne devienne pas violence généralisée, pourvoyeuse de xénophobie, de peur et de racisme, conduisant à des dérives extrêmes. Par-delà la réfection du centre-ville, nous porterons une attention particulière à la vie des quartiers, tant au plan urbanistique qu'humain. Je n'ai jamais compris l'intérêt de construire des installations sportives au pied des bars et d'en interdire l'accès aux jeunes, les obligeant soit à détériorer le grillage d'enceinte, soit à s'adonner à d'autres occupations comme le lancer de pierres. La réponse doit y être globale, coordonnée, réellement évaluée. La famille doit être la base du travail de l'intégration sociale et il ne peut y avoir opposition entre enseignement et éducation. Mais les zones les plus défavorisées doivent bénéficier de programmes spécifiques adaptés à leurs besoins en utilisant les différences culturelles comme vecteurs d'intégration et non comme lieu de stigmatisation. La loi de la République doit s'y appliquer partout et pour tous, sans faiblesse ni violence, et nous nous y emploierons. Notre parc locatif HLM comporte un taux important de viduité, ce qui permet d'envisager de repenser l'agencement des quartiers avec des programmes plus humains, où la mixité sera plus facilement gérable. J'attends des différents services une totale participation. Je les écouterai, prendrai leur avis issu de leur expérience, comme je prendrai celui de tous les autres citoyens concernés. Mais lorsque l'action sera engagée, elle devra être réalisée, évaluée et, si nécessaire, réorientée régulièrement. Oui, mesdames et messieurs de l'opposition, nous voulons proposer pour les grandes réalisations un mode de gouvernance basé sur l'enquête préalable élargie à tous vos groupes, mais aussi à la population. L'élaboration de projets se fera en commission avec des informations régulières et le recueil des avis. Leur suivi sera le plus transparent possible,
pour tous. L'information sur ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment doit nous guider. Nous devrons avoir le courage de dire pourquoi ce n'est pas fait. Nos concitoyens nous l'ont demandé par leur vote. Il est de notre responsabilité, dans un contexte économique difficile, de ne pas augmenter la fiscalité et de travailler à faire beaucoup et beau avec moins. Je souhaite que dans cette enceinte règne une ambiance de respect et de concertation. Le débat doit l'emporter et l'invective y être combattue. C'est pourquoi je suis favorable aux retransmissions de tous les conseils municipaux. Notre chaîne de télévision régionale, France 3, me semble tout indiqué pour la réaliser sur son site Internet. Il en est de même pour la disposition des places dans cette enceinte. Sa configuration ressemble plus à l'arène antique, avec l'opposition dans le rôle de gladiateur condamné, qu'à une salle de démocratie moderne. Je sais que le temps politique... Mesdames et messieurs, je vous en prie, silence. Respectez le travail des élus. Je sais que le temps politique est une diachronie composée de séquences synchrones faites d'opposition. Nos concitoyens attendent aussi de vous que vous soyez force de proposition. Et je veillerai dans ce cas à leur prise en compte, leur discussion et l'évaluation de l'intérêt pour le bien des Limougeaux en général ou l'amélioration de la vie et le rayonnement de notre ville en particulier. Grâce au bon rapport que nous entretenons avec l'agglomération, nous pourrons améliorer les services et les transports de tous, voire en diminuer les coûts. Je ne peux envisager un combat d'arrière-garde de l'opposition pour venir perturber le fonctionnement de la ville de Limoges, principale pourvoyeuse de crédits et de moyens à l'agglomération. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie de votre attention. Voilà, il s'agissait donc, Christian Molinard, du premier discours du nouveau maire de Limoges. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, une référence à Gandhi, une référence à Montesquieu, un hommage à son frère, le fait également que cette victoire n'est pas celle d'une majorité, mais plutôt celle des Limougeaux. Beaucoup de choses. Une invitation aussi à ce que nous retransmettions les débats du conseil municipal. Il n'en est pas là pour l'instant. Voilà, on découvre ça comme vous. Et on va écouter M. Bareil prendre la parole. Nous vous présentons nos félicitations républicaines à vous-même et à toute votre équipe. Vous le vérifierez aisément, nous vous laissons une maison bien tenue. En un temps où l'État accuse une dette de 1 800 milliards d'euros, pendant une période où l'immense majorité des communes de la même importance que Limoges ont engagé de nouveaux emprunts, la précédente mandature a réduit l'endettement de notre ville de près de 16 millions d'euros. Durant la même période, le taux de fiscalité a été maîtrisé sur une augmentation près de 3 fois inférieure à celle constatée en moyenne sur les villes de plus de 100 000 habitants. Les organismes indépendants de contrôle et de certification les plus intransigeants ont constaté et certifié la qualité de l'organisation de l'administration municipale, l'excellence de son articulation avec Limoges Métropole, la parfaite sincérité des marchés publics. Ajoutons, Monsieur le maire, une chose primordiale en démocratie. Bien loin des phrases grandiloquentes, tous les engagements pris devant le suffrage universel par notre équipe ont été scrupuleusement respectés sous le mandat d'Alain Rodet. Tous. Monsieur le maire, nous formons des vœux sincères pour l'avenir de Limoges et le bonheur de nos concitoyens.
Monsieur Barré a donc pris la parole. Monsieur Gilbert Bernard, maintenant, pour Limoges Terre de Gauche, va lui aussi s'exprimer. Pour la courtoisie de ses propos. Monsieur Bernard, vous avez la parole. Oui, à mon tour de vous féliciter pour cette élection, même si je ne me félicite pas que la droite soit aujourd'hui aux affaires dans cette ville. Je voudrais commencer mon propos par une interrogation que vous trouverez sans doute semi-ironique, mais vous avez pris l'engagement de modifier cette salle pour ne pas que l'opposition, avez-vous dit, se retrouve dans la fosse au lion. On y souscrit totalement, bien que ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, ma question, c'était celle-là. C'était, je vois les élus du Front National qui ne sont pas dans la fosse au lion, donc je voulais vous poser la question si vous faisiez partie de la majorité, de la nouvelle majorité. Voilà la première question. Ensuite, taisez-vous, s'il vous plaît, laissez parler les gens. Ensuite, je voulais m'arrêter sur quelques chiffres, non pas pour vous assommer, mais simplement. Si on prend les résultats du deuxième et second tour, du premier et du second tour plus exactement, le rapporté au nombre, non pas d'exprimés, mais d'inscrits. On arrive pour notre part, premier tour, 8,13%. La liste socialiste, 17%. UDI, 7%. Front National, 9%. UMP, 13%. Deuxième tour, la liste que vous conduisez, M. Lamberty, 27%. La liste de gauche, 26%. Et la liste Front National, 6%. Ce que je veux dire ici, c'est que, il faut le souligner, il faut l'avoir bien en tête, on est tous et toutes minoritaires dans la population. Il faut bien avoir ces chiffres-là à l'esprit. Donc cela nous a porté, attirer notre attention et nous amener chacun, les uns et les autres, à faire preuve d'humilité et de retenue. Je crois qu'on est toujours dans la démocratie de défiance. Les gens ne votent pas pour, ils votent contre. Ça, c'est inquiétant pour la démocratie. Je crois que c'est inquiétant parce que, simplement, les gens, ils en ont assez des promesses qui ne sont pas tenues. Et je crois que le vote de dimanche dernier est aussi un désaveu des politiques qui sont menées depuis des années au niveau national et qui sont souvent relayées dans les municipalités. Voilà ce que je voulais dire. L'austérité, nous continuerons pour notre part à dire que l'austérité n'est pas la solution, mais le problème. J'entends beaucoup dire aujourd'hui, y compris par des économistes qui ne sont pas de gauche, il faut relancer l'investissement, il faut arrêter avec la réduction des dépenses publiques qui nous amène tout droit dans le mur. On souscrit complètement à ce discours. Donc c'est ce qu'on dira dans cette Assemblée. Et puis on continuera également à porter les propositions qu'on a défendues dans cette campagne et qui ont été approuvées par 14% des Limougeaudes et des Limougeaux et qui portent sur deux grands sujets, à savoir les urgences sociales. Il y a des gens dans cette ville qui souffrent, qui sont en difficulté et qui porteront aussi sur les urgences en termes environnementaux. Il y a des enjeux nouveaux dans les années à venir qui vont se poser. Je pense par exemple au réchauffement climatique, à la raréfaction du pétrole. Il faut penser la ville à un horizon plus long que les 6 années qu'on a devant nous, mais il faut la penser à 15-20 ans. Donc voilà, ce sont ces urgences sociales et environnementales que l'on portera. Nous lutterons contre l'intolérance, la xénophobie, le racisme. En un mot, en 3 mots plutôt, nous sommes libres, déterminés et responsables. Voilà quelle sera la position de notre groupe tout au long de cette mandature. Merci. Et après la prise de position de M. Gilbert Bernard pour Limoges Terre de Gauche, peut-être que Gérard Vincent pour le Front National va prendre la parole. Je ne connais pas grand-chose dans la vie politique, mais j'ai vite appris que l'on essayait de nous mélanger, de nous amalgamer systématiquement avec le Front National. Chacun a une vision de sa situation démocratique et de la façon de faire fonctionner son parti. Durant toute la campagne électorale, on a cessé de nous mettre côte à côte et ça m'a permis de découvrir qu'il y avait un homme dont je ne partage pas complètement les idées, mais dont je partage les constats, et que l'amalgame se faisait toujours où on essayait de nous mélanger pour nous mettre au placard, au rencard de l'honneur républicain. Aujourd'hui, n'étant pas maître de cérémonie, la place du Front National a été organisée par vos alliés d'hier. Et que je sache, M. Gérard n'a pas demandé à faire partie du groupe majorité.
puisqu'il a dit lui-même durant la campagne qu'il ferait partie du groupe d'opposition. Donc je regrette profondément, Monsieur Bernard, vos propos qui pourraient laisser penser que c'est un choix délibéré de notre part, alors que c'est le choix de l'organisation de vos colistiers d'hier. La politique reprend le dessus, puisqu'on l'a bien entendu, on l'a bien senti. Monsieur Bernard cherchait à mettre une première salve. Je crois que le passing shot de revers est terrible. La politique a repris le dessus déjà parce que la gauche, la liste de gauche a présenté 2 candidats, Monsieur Vareille et Monsieur Bernard. Et là, la politique vient de ressurgir dans le débat entre Monsieur Bernard et Monsieur Lamberty. Je ne suis pas sûr que Monsieur Bernard ait choisi le bon angle d'attaque. Sur le coup, ça paraît difficile. On va continuer à écouter le nouveau maire de Limoges. L'opposition a tellement été faible et écartelée dans cet hémicycle, et petite, que 9 places au milieu ou 12 places suffisaient. Aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous, je l'ai d'ailleurs dit dans mon propos, aucun d'entre nous n'est majoritaire. Soit nous sommes capables de faire vivre la démocratie par-delà les débats politiciens et de travailler au service de notre ville, en étant, après, chacun, lors du combat politique, sous ses couleurs et avec ses programmes, soit nous n'en sommes pas capables et nos concitoyens nous le feront payer très cher. Pour ce qui est du reste de votre programme, nous avons prévu de travailler beaucoup sur le social, à améliorer ce qui se fait. Je n'ai pas dit que ce qui se faisait était mauvais. J'ai dit simplement à améliorer ce qui se faisait. C'est un challenge. À améliorer la vie des cités, c'est une obligation. Et pour tout ce qui est du développement écologique et des transports, vous savez que nous ne sommes pas complètement sur la même longueur d'onde, mais que nous allons dans le même but. Je vous remercie, Monsieur Bernard. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Monsieur Gérard, vous avez la parole. Front National. Monsieur le maire. Appuyez... Je ne sais pas. Devant, en bas, voilà. On voit là le manque d'expérience. C'est celui-là. Je peux prendre votre micro, Madame Rotzler? Oui, sans doute. Voilà. Alors, Monsieur le maire, je tenais à vous féliciter au nom des conseillers Front National, ici présents, pour votre victoire. Nous sommes ravis que la droite soit arrivée au pouvoir après 100 ans de présence sociale au communisme dans cette ville. Je rajouterai que nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des élus d'extrême droite, mais d'une droite populaire et patriote. Nous veillerons fermement à défendre les idées de notre programme et à représenter les Limougeaux qui nous ont fait confiance durant cette mandature. Nous défendrons ce qu'il nous semble juste et nous combattrons ce qu'il nous semble injuste. Merci. Je vous remercie. Voilà un scrutin une prise de parole très courte de M. Gérard Vincent. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes la droite populaire et patriote. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que M. Vincent se situe dans la ligne de Mme Marine Le Pen, c'est-à-dire la dédiabolisation du Front National. Alors, il est dans la logique, puisque cette attitude semble réussir au Front National. Il n'en reste pas moins que, si l'on reprend les vieilles distinctions classiques, comme M. Bernard est plutôt à l'extrême gauche, M. Vincent est plutôt à l'extrême droite. Que va-t-il se passer maintenant, Christian? Le maire est élu. Alors, le maire est élu. Comme vous l'avez vu, il dirige la séance, il siège, il dirige la séance. Il a ce qu'on appelle la police de l'Assemblée. Vous avez remarqué qu'il avait imposé le silence à un public peut-être un peu trop enthousiaste. Et sans doute très partisan. Et sans doute, effectivement, très partisan. Mais là, c'est véritablement la loi du genre. Et normalement, on devrait procéder
à la détermination du nombre des adjoints et une fois cette détermination faite, à l'élection des adjoints au maire. Alors, a priori, la majorité municipale souhaite n'avoir que 12 adjoints sur cette mandature, ce qui n'était pas le cas pour le Parti socialiste jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y en avait 16. 12 adjoints, c'est un peu comme le gouvernement, on est dans des bureaux restreints, resserrés. C'est sans doute le message qu'effectivement que la nouvelle municipalité veut faire passer. Et c'est parfaitement légal. Hein. Il y a un minimum prévu par la loi, un adjoint au maire, et un maximum prévu par la loi. Le nombre d'adjoints ne peut pas dépasser 30% des membres du conseil municipal. Ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1, conformément à l'article. Donc là, on est en train de relire les règlements, bien entendu, voilà. Les règlements du conseil municipal et les règlements du vote, tout simplement. Monsieur Lamberti là relit la loi qui prévoit les règles s'appliquant à la liste des adjoints, puisque les adjoints vont être élus sur une liste qui doit comporter nécessairement autant d'hommes que de femmes. Alors vous le disiez tout à l'heure, Christian Moulinard, et c'est bien normal, sur ces 40 élus de la nouvelle majorité, très peu connaissent le fonctionnement d'un bureau, très peu connaissent le fonctionnement d'une mairie, mais ce sont eux qui vont très certainement impulser la vie politique locale, mais ils vont être aidés par des gens qui, eux, savent comment ça fonctionne. Tout d'abord, la mairie de Limoges ne va pas se vider de tous les gens qui, jusqu'à présent, y travaillaient. Il n'y a pas de chasse aux sorcières particulière. Ça ne se ferait pas et ça ne se fera pas. Il ne peut pas y avoir de chasse aux sorcières et il ne peut pas y avoir de mutation brutale du personnel territorial. Le personnel de la ville de Limoges, comme dans toutes les collectivités territoriales de France, bénéficie d'un statut qui est protecteur. Alors certes, il y aura très vraisemblablement des changements parmi les plus hauts fonctionnaires de la commune, c'est-à-dire le directeur des services, le directeur général des services, sans doute les directeurs généraux des services adjoints, qui sont sur ce qu'on appelle des emplois fonctionnels, c'est-à-dire des emplois qui sont à la discrétion du maire. Pour le reste, alors le directeur de cabinet est par définition un fonctionnaire politique et donc c'est au maire de le choisir. On ne peut plus librement et de mettre fin tout aussi librement à ses fonctions sans que forcément il ait une faute à lui reprocher. Un directeur de cabinet doit être investi de la confiance absolue du maire qui l'assiste. Mais pour le reste, les services continueront de fonctionner. Et je serais tenté de vous dire, tant mieux pour tout le monde, tant mieux sans doute pour les citoyens, mais tant mieux aussi pour les nouveaux membres du conseil municipal, pour le nouveau maire et pour les nouveaux adjoints. Parce que ces services ont une maîtrise technique des choses et sans eux, la mise en œuvre du programme dont parlait M. Lamberti ne pourrait évidemment pas se faire. Alors, la ville de Limoges et le nouveau maire Émile Roger Lamberti ont déjà un nouveau directeur des services de façon temporaire. Ça veut dire qu'il va prendre ses fonctions dans la semaine prochaine ou en début de l'autre semaine. Il s'agit de M. Bombardier, qui était directeur des ressources humaines au Haras de Pompadour et qui a également occupé des fonctions au Conseil général de l'Isère. Donc c'est quelqu'un qui, lui, sait comment fonctionne une mairie, très certainement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un apparatchik de l'UMP ? Est-ce que c'est quelqu'un, selon vous, qui peut être nommé par l'appareil politique parisien pour aider la nouvelle équipe municipale ? Alors, nommé par l'appareil politique parisien, je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que peut-être proposé par l'appareil politique parisien. Comme tous les grands partis, l'UMP a en réserve, si j'ose dire, un certain nombre de personnels de haut niveau que l'on peut comme ça mettre à disposition de nouveaux élus. Mais un directeur général des services ne peut accomplir correctement sa tâche que s'il est nommé, apprécié par le maire. Ils doivent fonctionner tous les deux en tandem. Alors,
outre le fait qu'il me paraît difficile qu'un parti impose comme ça de manière autoritaire, quel que soit le parti, impose un fonctionnaire, un maire nouvellement élu, autant on peut considérer que l'UMP a fait connaître à tous les nouveaux maires qui seront élus qu'on pourrait, comme ça, leur offrir un certain nombre d'agents qui sont capables, au pied levé, d'assumer des fonctions qui sont tout de même des fonctions difficiles. La ville de Limoges la commune de Limoges est un des principaux employeurs du département, tout de suite après le CHU, et l'entreprise Legrand. Mais dans le secteur public, la ville de Limoges est le premier employeur de la région. Alors, il y a, Christian, la ville de Limoges, mais il y a aussi Limoges Métropole, la communauté d'agglomération. Et depuis, allez, pas dimanche soir, mais en tout cas depuis lundi, il y a pas une polémique, mais on est en train de discuter des chiffres. Et on se dit, Limoges Métropole, qui est le bras armé de toutes ces communes, dont Limoges, va-t-elle basculer à droite ou peut-elle, en fonction des résultats, rester à gauche? Qu'est-ce que ça ferait si Limoges Métropole restait à gauche avec une ville de Limoges qui est à droite? Ça serait ingérable, ça serait une pétaudière. Ça serait sans doute difficilement gérable, et vous avez noté que dans le discours du nouveau maire, il y avait eu plus qu'une allusion très claire à la communauté d'agglomération. Sur le plan juridique, rien ne s'oppose à ce que la ville-centre et la communauté d'agglomération ne soient pas, si j'ose dire, du même bord politique. Ça s'est vu d'ailleurs à Bordeaux. Ça s'est vu à Bordeaux, ça va se voir sans doute à Lille, mais il est sans doute plus raisonnable, et particulièrement à Limoges, il est sans doute plus raisonnable que les deux aillent de pair, ne serait-ce que parce que la communauté d'agglomération de Limoges est de création relativement récente et que cette communauté fonctionne avec des services qui sont originaires de l'administration de la ville de Limoges. Et d'ailleurs, il était très significatif que le directeur général des services de la ville de Limoges soit aussi jusqu'à maintenant le directeur général, ait été pendant longtemps le directeur général de Limoges Métropole, même si depuis quelques années cela avait changé. Donc là, on est en train de procéder au dépouillement. Voilà, le dépouillement de la liste des adjoints. 12 adjoints, alors on les connaît déjà. Il devrait y avoir Camille Guérin, Nicole Glandus, Pierre Coineau, Isabelle Debourg, Sarah Gentil, Vincent Léony, Rémi Verrouleau, Nadine Rivet, Philippe Polia de Faille, Nathalie Vercoustre, Christian Hulen et Latifa Ramaoui. Donc il devrait être au nombre de 12, et c'est toujours le jeune Thibaut Mercier, secrétaire de séance, qui dévoilera les résultats dans quelques instants. Voilà. Les adjoints, à quoi ça sert un adjoint dans une ville comme celle de Limoges ou dans une ville tout simplement? Est-ce que ça a un travail effectif? Alors, juridiquement, il peut y avoir plusieurs réponses à votre question. Juridiquement, un adjoint, pour être caricatural, un adjoint, ça ne sert à rien. Un adjoint, ça a seulement pour rôle de remplacer le maire en cas d'absence. Et dans l'ordre du tableau, d'abord le premier adjoint, ensuite le deuxième adjoint. Et comme pouvoir propre, ça a seulement le pouvoir d'être officier d'état civil. Donc une fonction administrative, certes importante, mais qui ne présente aucun enjeu politique. Dans la pratique, le maire va, selon toute vraisemblance, déléguer un certain nombre d'attributions à ses adjoints. Chaque adjoint sera spécialisé dans un domaine. Alors, il y a un adjoint aux finances, s'il a un rôle déterminant, mais vous avez un adjoint à l'urbanisme, un adjoint au commerce, que sais-je encore. Et la manière dont sont conçues ces délégations peut être riche d'enseignements, parce que peut-être bien que il y aura quelques nouveautés par rapport à la municipalité précédente. Alors là, on détermine donc les 12 adjoints. Oui. Est-ce que l'on va dire dans la foulée leur domaine de prédilection ? Alors, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. C'est un des points de suspense de cette séance inaugurale du Conseil municipal. Parce que, par exemple, on dit que M. Vincent Léony
pourrait s'occuper de l'urbanisme. On dit que Jean-Marie Lage-Damon, mais ça ne serait pas possible. Mais on dit que M. Philippe Polliat-de-Faille pourrait peut-être s'occuper de la culture, remplacer donc Mme Baruch en ce qui concerne tout simplement aujourd'hui l'IRA Limoges, la grande manifestation culturelle du mois d'avril. On dit que Mme Glandus pourrait être la première adjointe aux finances. Oui, chargée des finances. En revanche, il pourrait n'y avoir personne pour s'occuper spécifiquement du domaine sportif. Ce pourrait être réservé au maire. Donc, qu'est-ce que ça peut cacher selon vous? Il souhaiterait prendre... C'est la preuve que le maire veut faire de ce domaine une sorte, si j'ose dire, de domaine réservé, parce qu'il considère que c'est quelque chose qui est important. Dans son discours introductif, il a fait allusion au sport dans les quartiers, et c'est peut-être une manière pour lui de montrer l'importance qu'il attache au sport, sans doute à la fois au sport professionnel et au sport amateur. Bien entendu. Alors, il va de soi qu'après un certain nombre d'années de gestion Alain Rodet, tous les gens qui avaient pour habitude de collaborer, de travailler avec la mairie de Limoges vont devoir reprendre contact avec le maire. Ça a déjà été le cas dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que certains dirigeants sportifs limougeaux ont appelé le maire de Limoges, et le maire de Limoges a lui aussi déjà appelé certains présidents de clubs limougeaux pour établir un premier contact. C'est vrai que, selon vous, pendant combien de temps peut-il y avoir un léger flottement à la mairie de Limoges, ou alors ne va-t-il pas y en avoir du tout? Vous savez, le flottement, il sera forcément très, très limité, dans la mesure où, d'ici le 15 avril, il faudra avoir réalisé la séance budgétaire, la séance budgétaire sur la définition des objectifs, et il faudra avoir voté le budget. Donc, on aura une idée très très précise, même si j'imagine que durant la première année budgétaire, on rafistolera, le cas échéant, ce qui paraît le plus urgent de rafistoler, mais on aura déjà une idée sur les nouvelles orientations de la municipalité, même si elles se traduiront effectivement dans le budget, surtout dans le budget de l'année prochaine. Bien entendu, d'autant que quand on prend la tête d'une municipalité, pendant une année, 2 années, 3 années, voire peut-être pendant parfois tout le mandat, on inaugure des projets qui ont été décidés par l'ancienne majorité. Alors bien sûr, j'imagine que le stade, alors certains disent grand stade, que le stade va s'achever. De toute façon, les engagements contractuels qui ont été pris par les municipalités précédentes ont été pris au nom de la commune. Et la commune est engagée, et la nouvelle municipalité doit évidemment respecter ses engagements. Alors, le centre aquatique. Le centre aquatique. Le centre aquatique aussi, sa construction ne va pas s'arrêter brutalement, et c'est sans doute effectivement le nouveau maire et la nouvelle municipalité qui inaugurera. La tradition dans ce cas est que l'ancien maire soit invité à l'inauguration. Alors, par exemple, j'avais cru entendre que le maire sortant et le nouveau maire allaient inaugurer la foire du livre. Je n'ai pas entendu... Non, ça c'était une rumeur qui n'a été confirmée ni par l'un ni par l'autre. Bon. Je crois qu'effectivement, Émile Roger-Lamberty aurait bien souhaité, le cas échéant, inaugurer cette manifestation avec l'ancien maire, mais il se trouve qu'il n'y avait jamais eu auparavant de réelle inauguration. Je vous propose d'écouter Émile Roger-Lamberty pour la liste des adjoints. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 55. À déduire, bulletins blancs ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, 15. Reste pour le nombre des suffrages exprimés, 40. Majorité absolue, 20. A obtenu la liste des adjoints présentée par la liste Aimons Limoges, choisissons l'alternance, a obtenu 40 voix. Ça veut donc dire que les 12 adjoints que l'on a cités il y a tout simplement 4-5 minutes sont aujourd'hui officiellement adjoints au maire. Ils viennent d'être élus, adjoints au maire dans l'ordre de la liste qui a été acceptée à l'unanimité. Nicole Glandus, Isabelle Debourg, Vincent Léony,
Sarah Gentil, Rémi Viroulot, Nadine Rivet, Philippe Pollia-de-Faille, Nathalie Vercroustre, Christian Hulen et Latifa Ramaoui. C'est la liste qui avait été annoncée l'autre jour et qui a été intégralement reprise. Pas de surprise. Est-ce que ces adjoints vont entourer le maire à la tribune pour la prochaine séance du conseil municipal ou est-ce que ce n'est pas obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Traditionnellement, le maire préside avec un petit peu en retrait les fonctionnaires qui l'ont aidé à préparer la délibération. Vous voyez là d'ailleurs à la gauche de votre écran, à la droite de M. Lamberty, l'actuel DGS, M. Martin, qui a aidé le maire. C'est une tradition républicaine qui a aidé le maire à préparer la séance. Voilà, donc la séance est levée. Elle vient de s'achever. Elle a duré 1 heure, tout simplement, ni plus ni moins. 1 heure pour élire le maire de Limoges, 1 heure pour élire les adjoints, 1 heure pour 4 discours, pas réellement de politique générale, on ne peut pas dire cela malgré tout, mais 4 discours d'ambiance, va-t-on dire, et 1 heure pour finalement que Limoges change de majorité et passe à droite après 102 ans de gestion de gauche. Le changement, effectivement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est véritablement maintenant. Et donc, le maire n'a pas indiqué quels seront les domaines qui seront attribués aux différents adjoints. C'est tout à fait normal parce que c'est le maire qui représente la commune. C'est un petit peu, en matière municipale, c'est un petit peu un système monarchique. C'est une monarchie élective. Le maire a les pouvoirs exécutifs les plus importants. Certes, le conseil municipal délibère, mais c'est le maire qui propose des délibérations, c'est le maire qui veille à l'exécution, à l'application des délibérations, et le maire dispose de pouvoirs propres. Le maire est autorité de police administrative, le maire est chef des services administratifs de la collectivité. Ce sont des pouvoirs qu'il exerce, seul. Mais il peut déléguer un certain nombre de ses fonctions à ses adjoints. Alors c'est la première fois que la télévision régionale retransmettait une séance de ce type sur un site internet. Je crois que c'est important parce que c'est un moment de démocratie, comme on n'a pas nécessairement l'habitude d'en vivre, et qu'il est important d'expliquer à nos concitoyens comment ça marche, comment ça se passe. Mais je crois que c'est toujours une bonne chose quand les citoyens, quelle que soit la manière et quelle que soit la technique, quand les citoyens peuvent véritablement voir et apprécier la manière dont les décisions sont prises. Alors si vous devez retransmettre à terme les séances du conseil municipal, parfois certains de ceux qui les regarderont s'ennuieront-ils un peu, mais d'autres fois, ils auront le sentiment, sinon de participer, du moins de pouvoir plus réellement qu'auparavant apprécier la décision. Alors, cette séance a plutôt été calme, cette séance a plutôt été bon enfant, j'ai envie de dire. On peut penser que la prochaine sera tout de suite un tout petit peu plus musclée. Ah oui, parce que ce sont les orientations budgétaires, et les orientations budgétaires, c'est la traduction d'une politique, et la traduction d'une politique qui se concrétisera dans le projet de budget. Alors ça risque effectivement, même si je le répète, ça va se faire très vite, mais ça risque effectivement d'être un petit peu plus discuté. Vous avez noté que M. Vareille a mis l'accent surtout sur la bonne santé financière et sur la gestion rigoureuse de la ville. C'est sans doute une manière de dire nous vous tiendrons à l'œil et nous ne manquerons pas de signaler ce que nous considérons comme le moindre dérapage. Alors Alain Rodet, l'ancien maire, n'est pas resté très longtemps dans la salle, vous l'avez vu, il a quitté son poste, il est tout de suite reparti, non plus dans son bureau, même si ce soir on peut penser qu'il va encore prendre ses cartons et peut-être ses affaires. J'imagine que c'est déjà fait. C'est déjà fait, donc il est reparti bien entendu, il va se consacrer à son rôle de conseiller municipal d'opposition, ce qui pour lui est nouveau. Et sa fonction de député. Et à sa fonction de député, il sera donc un député à plein temps, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque la majorité actuelle lui a assez reproché. Il cumulait les mandats, il était donc maire de Limoges, il était président de la communauté d'Aglo, il était député de cette circonscription. 3 mandats qui demandent beaucoup et 3 mandats qui
allez, peut-être lui ont coûté son poste de maire sur cette mandature-là. Mais ça fait sûrement partie des éléments qui ont contribué à la défaite de M. Rodet et de sa liste. Les citoyens, là encore à tort ou à raison, mais les citoyens ne conçoivent plus aujourd'hui qu'une même personne puisse exercer correctement, de manière simultanée, trois fonctions importantes. De même qu'ils ont sans doute mal supporté que M. Rodet sollicite un nouveau mandat à l'aube de ses 70 ans. À partir du moment où, lorsque vous êtes licencié dans le secteur privé, on vous explique à 50 ans que vous êtes trop vieux et qu'on aura beaucoup de mal à vous reclasser, comment voulez-vous convaincre les électeurs qu'à 70 ans, vous avez exactement le même dynamisme et la même agilité d'esprit que lorsque vous en avez 40 ou que vous en avez 50. Alors on a parlé du maire, Christian Moulinard, on a parlé de ses adjoints, mais il reste aussi les autres conseillers municipaux. Quel est leur rôle exactement? Est-ce qu'eux sont simplement là pour inaugurer les chrysanthèmes ou alors est-ce qu'ils travaillent? Ils ne sont pas là seulement pour inaugurer les chrysanthèmes. Ils ont, parce que ce que vous allez retransmettre lorsque vous retransmettrez les séances du conseil municipal... Si nous le faisons, ça c'est une invitation du maire de Limoges, on verra. C'est une invitation. Hein, voilà. Mais ce que vous retransmettrez, ça sera le fruit d'un long travail de préparation. Tous les conseillers municipaux vont être répartis dans différentes commissions qui vont être fixées dans les jours à venir. Alors la commission des finances, la commission des marchés, etc., des commissions où siègent à la fois les conseillers municipaux de la majorité, les conseillers municipaux de l'opposition. Et c'est là véritablement que se fait, avec la collaboration des services administratifs, c'est là véritablement que se fait le travail de préparation des décisions fondamentales. Les commissions sont présidées, alors de droit par le maire peut présider toutes les commissions s'il en a le temps, mais le plus souvent les commissions sont présidées par l'adjoint qui justement a eu délégation dans le domaine correspondant à la commission. Un dernier mot peut-être, Christian, plus de politique générale, j'ai envie de dire. L'UMP aujourd'hui et l'UDI sont les partis forts de Limoges, le PS les moins qu'ils ne l'étaient. Est-ce que les résultats de ces élections municipales, Christian Moulinard, vont devoir obliger le Parti socialiste à faire une sorte d'introspection ? Oh, mais ça va obliger tout le monde à réfléchir à l'avenir. Alors bien sûr, la réflexion sera sans doute plus facile pour l'UMP et l'UDI parce qu'ils ont gagné. Mais la réflexion sera faite nécessairement par le Parti socialiste qui va devoir trouver, si j'ose dire, de nouveaux cadres. Il y a là, avec M. Rodet, et c'est sans doute fort triste pour lui, mais c'est une réalité. Il y a là la fin d'une étape et peut-être bien la fin d'un certain personnel politique. Et donc le Parti socialiste devra se renouveler. Il devra renouveler ses cadres. Il devra repartir à la recherche de ses électeurs et singulièrement ses électeurs dans les milieux populaires. Et puis il devra aussi trouver un accord ou expliquer l'absence d'accord avec le Front de gauche et Terre de gauche. Vous avez noté que lors de cette élection du maire, de manière tout à fait symbolique, le Front de gauche, Terre de gauche, a présenté un candidat. Et le PS en a présenté un. On aurait pu concevoir, si la liste qu'ils ont conduite au deuxième tour avait été véritablement une liste unie, on aurait pu concevoir qu'il n'y ait qu'un seul candidat, puisque de toute façon, c'était une pétition de principe. Là, de toute évidence, le Front de gauche a bien voulu manifester qu'il n'avait pas donné un chèque en blanc au Parti socialiste, et ça ressort aussi très nettement de la différence entre le discours de M. Bernard Vareille et le discours de M. Bernard. M. Vareille nous a fait un discours technique de type communal, M. Vareille nous a fait un discours politique de type national. Exactement. Merci en tout cas, Christian Moulinard, pour toutes ces explications. Nous venons de passer
pratiquement une heure et demie ensemble pour suivre l'élection du nouveau maire de Limoges après la défaite dimanche dernier dans les urnes du député maire sortant Alain Rodin.